Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par DocuWare. Webinaire d'1 heure aujourd'hui, ayant pour thème la facturation électronique, quels sont les points de vigilance et les pièges à éviter. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Florent Rojon de chez DocuWare et accompagné d'Albéric. Salut Albéric. Bonjour Florent, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Exactement, bienvenue à tous. On va tenir l'heure comme toujours, parce qu'on va essayer. Si on va trop vite ou vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le chat pour nous adresser vos demandes. Si vous avez des sujets techniques, n'hésitez pas, il y a aussi une personne qui est là pour vous aider. Vous arrivez tranquillement mais sûrement. Donc voilà, on fait partie de l'équipe commerciale de DocuWare en France. Et on adore le sujet de la facture électronique avec Albéric. Donc on est toujours les portés volontaires pour animer ces présentations. L'agenda va être assez simple, on va aller droit au but. Bon, pour la forme, on va quand même rappeler quelques vocabulaires de cette réforme de la facture électronique qui arrive dans moins de 270 jours aujourd'hui. Je ne tiens pas un calendrier exact, mais on doit être dans ces eaux-là. On va aller effectivement sur comment bien préparer cette réforme, partager certaines problématiques qu'on a eues en fait depuis 2-3 semaines. Allez, on a regardé le mois en cours avec Albéric et on a noté les sujets qu'on a eus en avant-vente. Certains simples à résoudre, d'autres un peu plus structurants, du coup, effectivement, une charge pour les différentes personnes chez le client, partie prenante de ce projet, beaucoup plus importante. Mais rien d'alarmant, on peut encore s'y mettre et réussir le passage à cette réforme de la facture électronique. Et puis ensuite, on quittera les slides, on refera une démo effectivement de DocuWare connectée avec notre PA pour effectivement se mettre un peu plus en immersion sur les statuts, les workflows, les visualisations des nouveaux formats qu'on va parler dans quelques instants, rendre ce sujet un peu plus vivant. On espère que vous êtes chaud, c'est parti. Alors, je vais la faire rapide, mais c'est vrai que cette réforme concerne la facturation en France, entre des gens assujettis à TVA. Et on a un nouveau vocabulaire, on a des nouveaux formats de facture qu'on appelle le e-invoicing. On a l'UBL, le C2I, le FactureX. C'est un format lisible ou pas par un humain, mais qui embarque des données de manière structurée de toutes les données de la facture. C'est le sujet parce qu'il y a plus de données de la facture qu'aujourd'hui à inclure dans ces nouveaux formats. Et derrière, eh bien, quand vous travaillez avec des particuliers à l'international, que ce soit en dehors de l'UE ou à l'intérieur de l'UE, eh bien, on doit reporter ces transactions sous un autre format au fil de l'eau avec ce qu'on appelle le e-reporting, qui va être un condensé de votre flux de invoicing pour faire simple. Donc là, effectivement, on parle de problèmes, on parle de contraintes, mais l'enjeu, effectivement, sur du moyen terme, c'est d'aller sur des opportunités pour vous, effectivement, de simplifier les procédures, demain, de contrôler ou de déclarer cette TVA. Si je peux facturer plus vite et être payé plus rapidement, ça va renforcer aussi la compétitivité pour vous, mais imaginons de toute l'économie française, et pour l'État, mieux contrôler cette TVA, cette fraude, qui est important parce que je lisais ce matin que même les Anglais qui sont sortis de l'Union européenne, au vu des niveaux en fait de fraude de TVA, particulièrement sur les TPE, PME, remettent un accent fort sur le sujet du e-invoicing. Mais d'une manière générale, c'est un sujet dans l'Union européenne et même d'un point de vue mondial. Donc, si vous avez des questions particulières sur les objectifs de la réforme, posez-les-nous dans le chat, on y reviendra. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on va aller sur du concret. Donc, dans la deuxième slide, on revient un peu sur les enjeux, comme je le disais. 1er septembre 2026 commence effectivement l'obligation de réception pour tout le monde, pour qu'effectivement on ait de la facture qui transite dans ces nouveaux formats avec des nouvelles plateformes qui s'appellent des plateformes agréées PA. Eh bien, c'est les grandes entreprises et les ETI qui vont être en émission au 1er septembre 2026. Et ensuite, en 1er septembre 2027, l'ensemble des organisations, petites, moyennes ou grandes, devront émettre
avec ces nouveaux formats depuis ces plateformes. Après, si vous êtes prêt et que vous pouvez émettre dès 2026, comme dirait l'autre, vous êtes les bienvenus. Idem pour tout le monde, même commencer un peu le 1er septembre. C'est les enjeux, c'est les messages positifs de la DGFiP. En tout cas, d'un point de vue réglementaire, vos obligations pour être conformes, d'un point de vue légal et fiscal, c'est les dates indiquées. Point important qui nous est souvent posé en termes d'avant-vente, hein, tu parlais d'avant-vente tout à l'heure, Flo. Effectivement, on a souvent cette question, est-ce que je peux commencer dès maintenant et activer le module PA qu'à partir d'une date? Alors effectivement, merci de me le rappeler, on a eu cette semaine, mardi exactement, une réunion avec la DGFiP par rapport au groupe des relais pour communiquer les bonnes informations. Et c'est un vrai sujet ça, pour sélectionner sa PA. Vous pourrez avoir une date de démarrage, bien sûr peut-être d'avril au 1er septembre, pour, on va y revenir, se préparer, mais activer le service au moment que vous souhaitez. Donc, on va pouvoir l'anticiper, on va pouvoir la définir et bientôt, on va pouvoir l'enregistrer. Super, merci. Alors, avant de revenir sur les pièges, effectivement, il y a cette notion un peu de tout ce qui est à préparer en coût réel et en coût caché. J'imagine qu'une grande partie des participants qui sont ici, vous avez déjà lancé ce sujet, ce projet. On parle de facturation, on parle effectivement de pouvoir remonter les encaissements. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une vision, un plan pour centraliser la donnée, pour que mon outil comptable, mon outil de paiement, mes informations de ma banque, mon système de CRM, de gestion commerciale, si vous n'êtes pas chez le même éditeur ou le même opérateur, eh bien, ces outils puissent communiquer et qu'à un moment donné, mon référentiel de données, peu importe au niveau du cycle, si je suis sur du flux fournisseur ou du flux client, eh bien, je sais l'adresser, je sais la mettre à jour. Ensuite, quand on gère cette donnée avec les bonnes pratiques, c'est peut-être revenir sur vos référentiels. Quels sont les référentiels? Quels sont les champs que je vais mettre à jour? Peut-être des champs que je vais décommissionner parce que ils vont me servir à rien et autant que j'allège ma base. Et en fait, cette préparation va vous aider lorsque on va envoyer des factures ou en recevoir, d'éviter que vos factures soient en rejet, soit refusées pour des raisons techniques ou des raisons métiers. Et donc, cette anticipation sur vos fiches tiers, que ça soit fournisseur ou client, est très important. Et un focus encore plus important par rapport à la base client, demain, pour envoyer vos factures, c'est plus l'adresse mail ou l'adresse postale qui est importante. C'est un nouveau format de facture électronique qui va être déclaré sur l'annuaire du portail public de facturation, qui va devenir votre nouvelle boîte aux lettres. Et cette adresse électronique, on n'a pas fait un zoom ici, mais vu que je suis lancé, je vais vous en dire deux mots. C'est à minima composé du sirène. Et ensuite, on peut avoir des maillages, des combinaisons, en fonction peut-être, vous avez un siège avec plusieurs sites qui sont représentés par des sirènes. Malheureusement pour vous, vous n'avez pas des workflows agiles pour diffuser les factures sur chaque site, mais vous attendez effectivement de l'APA qui puisse rediriger ces flux d'une forme ou une autre. Et donc là, on peut avoir un maillage, par exemple, où on va mettre le sirène suivi du SIRET qui permettra de créer, si vous avez 10 sites égale 10 SIRET, ça va générer 10 adresses de facturation électronique. On n'est pas obligé de faire ça, on peut rester un que sur le sirène pour faire simple. Et d'autres organisations vont rajouter ou substituer au SIRET un suffixe. Le suffixe, ça peut être quoi? Ça va être un filtre, par exemple, qui va me permettre de dire pour mes fournisseurs frais généraux, je vais avoir une adresse de facturation électronique qui est sirène et le suffixe frégé. Pour la prod marchandise, pour mes factures liées aux factures d'intérim, intérim, vous m'avez compris. Et après, je vais diffuser ces adresses de facturation électronique vers le bon fournisseur.
Donc, vous voyez l'importance des fiches tiers. Après, on peut commencer simple, hein, parce que déjà, on voit qu'avec des adresses email, on n'adresse pas la facture à la bonne personne. Donc, on peut commencer simple et évoluer plus tard, mais on peut avoir ce maillage. Et donc, d'où l'importance de bien tout collecter ou de bien mettre à jour dans vos fiches clients. Et derrière, il y a une notion de TVA. Je vais avoir une gestion effectivement de la TVA par rapport à mes produits et à mes services que je vends. Donc, ça veut dire que chaque article que je vais deviser, mettre en commande et facturer pour un client, tout doit bien être codifié par rapport aux produits, par rapport au bon code de TVA, par rapport au lieu de destination. Toutes les informations d'adresse de livraison, d'adresse de facturation, tout ça va être propre. Et là, on voit que déjà, au quotidien, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que, on y reviendra tout à l'heure, il y a des sujets autour de votre ERP ou de la manière dont les commerciaux ou n'importe qui dans votre organisation saisissent cette information. Donc, coût réel, coût caché, c'est un vrai enjeu cette data. Je suis sûr qu'ici, tout le monde a déjà commencé et vous avez bien raison de le faire. Et puis, pour ceux où c'est un sujet un peu moins important, vous voyez que la data, vous pouvez commencer dès maintenant. Pas de stress, hein, pas d'alarmement. On est simplement là aujourd'hui pour essayer de vous expliquer tout le travail qui est à cheminer pour arriver à que ce passage à cette réforme, à cette obligation légale, soit le plus indolore possible au moment de l'échéance. Hein. Simplement, voilà, on essaye de vous donner les bonnes indications ce matin à travers les enjeux et ce qu'on va essayer de dérouler dans les slides suivantes. Et je vois déjà une question dans les deux sens, hein, que ce soit effectivement quand j'émets une facture, le sirène du client et mon sirène, vu que ça va être mes boîtes aux lettres d'émission et de réception, sont très importants. Vous avez raison de le dire, c'est des champs dans la facture où c'est obligatoire et c'est prévu. Donc, le premier conseil, c'est de s'adresser effectivement à des prestataires de plateformes agréées, hein. C'est le terme en France, qui doivent respecter un cahier des charges, qui doivent respecter des tests. Et là, on est vraiment pour les candidats PA sur les dernières phases de test, que ce soit en connexion avec ce fameux annuaire, l'envoi de factures dans les nouveaux formats, le e-reporting, l'échange à travers différentes plateformes. Donc, DocuWare, on suit ce cycle, on respecte ses obligations. Je peux vous le dire aujourd'hui qu'on a finalisé toutes ces levées de tests. Et maintenant, on va attendre, comme tout le monde, sur début janvier, notre numéro d'accréditation technique finalisé, qui sera valable 1 an pour le lancement. Si ma mémoire est bonne en termes de chiffres, juste pour rappeler, donc il y a à peu près plus d'une centaine de plateformes et donc pour la moitié ont déjà finalisé les tests et par chance ou par expertise, on est dans cette moitié. Donc on est un peu fiers et contents de l'être, ce qui nous amène à pouvoir vous proposer des choses de bon augure pour 2026. Exactement, on est dans les temps et on est dans la liste, c'est encore le plus important. Donc faites attention à ce détail, mais un détail très important. Et sur cette photo ou cette iconographie qui est présentée, et on remercie l'auteur qui est en bas de le faire de manière régulière, c'est pas parce qu'on est dans la partie Europe qu'on ne couvre que les pays européens. On est également un acteur français depuis de longues dates maintenant. Donc certains nous posent des fois la question pourquoi il y a des acteurs français, Europe et internationaux. C'est simplement une notion plutôt de siège social. Et comme on est une entreprise allemande, eh bien, on est dans la case européenne, mais rassurez-vous, on a bien une expertise française avec une redescente propre aux réglementations françaises pour vous accompagner sur le sujet. Si on rentre dans le détail de la présentation d'aujourd'hui et en continuité de ce que vient de nous expliquer Florent, comment éviter les pièges? En fait, on a voulu essayer de redécrire très schématiquement
comment ça va se passer demain et quelles sont finalement vos obligations. On a parlé de deux flux, e-invoicing, donc en gros la facture version électronique, et d'un deuxième flux, e-reporting, en gros là aussi pour schématiser, une déclaration simplifiée de TVA, en tout cas une pré-déclaration. Comme vous le voyez sur la partie, sur la carte de France, on a une société 1 française qui va facturer une société 2 en France, en B2B. Elle va émettre une facture électronique, une e-invoicing. Très simple. Par contre, je suis la société 1, je veux facturer une société au Brésil. Et bien là, comme vous le voyez, on n'est pas obligé de générer une facture électronique. Par contre, on va être obligé de générer un e-reporting. Et on reviendra sur le détail. On peut donc continuer à envoyer par mail un PDF, comme je le fais aujourd'hui, ou par courrier pour les irréductibles, au Brésil, pour que mon client reçoive sa facture. Scénario 2. Je suis une société 2 qui va émettre une facture vers un particulier. Et bien là aussi, comme vous le voyez, pas obligé avec ce particulier d'émettre une facture au format facture électronique, e-invoicing. On peut continuer à imprimer la facture au guichet, on peut continuer à pousser une facture sur un extranet pour qu'il puisse la télécharger quand on a fait un achat perso. Par contre, on va être obligé de déclencher un reporting auprès de l'administration fiscale. Et le dernier point, la facture B2G, donc la facture qui va émettre vers le gouvernement, vers l'administration. Donc, pour tous ceux qui sont ici connectés, qui facturent l'État, eh bien, on va toujours continuer à passer par Chorus. Simplement, on va avoir un flux de traitement qui va être propre à la facture domestique, B2G. Mais donc là, on est déjà, c'est déjà le cas depuis quelques années, hein, on émet déjà des factures au format électronique quand on envoie une facture sur Chorus. On espère que c'est clair sur ce rappel. L'idée, c'est qu'on va rentrer dans le détail. On ne va pas vous laisser sur cette carte de France synthétique. Si on rentre dans le détail, quand j'émets une facture, quand je vais devoir émettre une facture, eh bien, comme vous le voyez ici, on a des flux qui ont des noms différents. On a parlé donc de e-invoicing, la facture électronique, la transposition de mon PDF aujourd'hui envoyé par mail en demain un fichier qui s'appelle e-invoicing, facture électronique, qui n'est pas simplement une conversion d'un flux. C'est un fichier qui va devoir respecter des règles, et c'est là tout l'enjeu pour certains connectés aujourd'hui, c'est d'arriver à produire ce fichier dans vos outils. Alors, on pourra vous proposer, certains peuvent proposer, nous aussi, des outils de conversion. Mais attention, premier piège, ne pas se dire que la conversion, c'est juste un élément technique. La conversion, c'est avant tout, comme l'a dit Florent, de préparer les bases. Parce que si les éléments ne sont pas dans votre PDF aujourd'hui et devront être renseignés dans ce fameux fichier électronique, eh bien, l'outil de conversion ne va pas inventer la data. D'où l'enjeu d'avoir des bases qui soient les plus renseignées, les plus claires, et donc avoir finalement la possibilité de créer une facture électronique à la source ou de la convertir, de convertir ce PDF avec tout un tas d'éléments collectés en amont pour arriver à la finalité d'avoir une facture au format électronique, quels que soient les trois formats expliqués, donc facture X, C2I ou UBL en France. Deuxième sujet, comme vous le voyez, il y a deux types d'e-reporting. On a un e-reporting de transaction. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour les factures dites internationales ou les factures à destination d'un particulier. Et on va avoir, finalement, ça c'est le e-reporting le plus simple parce qu'il est très clair. Et on va également avoir un e-reporting de paiement qui vient en complément d'une transaction e-invoicing pour uniquement, comme vous le voyez sur la partie de droite, les transactions qui sont principalement des transactions de services, donc les prestations de services, et également certains qui font de l'autoliquidation. Mais ça, on est sur des cas d'usage un peu particuliers, notamment c'est géré dans le bâtiment, cette partie-là, pas que, mais voilà, principalement dans le bâtiment, on retrouve ces éléments-là. Donc on pourra, et on vous invite à venir nous voir sur le sujet si vous voulez rentrer dans le détail, mais gardez juste à l'esprit qu'on a donc deux flux majeurs, invoicing, e-reporting, et dans le e-reporting, on va avoir deux sous-flux.
en fonction de ce qu'on va avoir à émettre comme facture. Quand on est en TVA, en encaissement, effectivement, avec l'encaissement des factures de service et les factures d'acompte sur produit. Donc, deux Exactement, il y a flux plein de à petites surtout pas particularités oublier. qui sont à traiter. Et donc, le premier piège, encore une fois, c'est de se dire, j'ai mis une facture en PDF, demain, l'APA va me proposer un petit de conversion, et puis, rouler jeunesse, c'est parti, comme on dit. Non, ça va un peu plus loin, il faut quand même s'intéresser au type de business que je fais, où est-ce que je le fais, et du coup, qu'est-ce que je vais déjà avoir à produire comme flux. Après, là aussi, on continue de rentrer dans le détail. Quand on va typiquement avoir à envoyer ou à générer une facture donc à destination d'une entreprise en France, donc ce qu'on appelle le B2B domestique, comme vous le voyez là, c'est assez simple. C'est le schéma classique que la plupart des entreprises vont avoir à faire. On va donc générer un e-invoicing à destination de ma plateforme agréée choisie. Donc, je suis le vendeur. Derrière, cette plateforme va être connectée à l'annuaire et c'est donc cette plateforme-là qui va pouvoir adresser la plateforme de destination. On a souvent la question, est-ce que je vais devoir, moi, en tant que vendeur, devoir connaître quelle est la plateforme que mon client aura choisie? Non, ce n'est pas votre job. Vous, votre job, c'est de savoir, comme l'a dit Florent, les éléments clés comme le sirène, le siret, éventuellement un ID de routage, un numéro de maillage, donc un numéro de service. Mais dans l'absolu, vous émettez une facture vers un client, comme une adresse postale ou comme une adresse email électronique. C'est l'APA d'émission qui va, de par la connexion à l'annuaire, pouvoir connaître l'APA de réception de votre acheteur et donc adresser la facture au bon endroit. En parallèle, vous le voyez en rouge, le flux 4, on va transmettre une synthèse de cette facture à l'administration fiscale pour pouvoir notamment regarder quelle TVA sera à collecter sur cette facture. En tout cas, cette transaction. Exactement. Je sais pas s'il y a des questions. Les schémas sont de qualité. Hein. Bravo, Alberi. Deuxième cas, la facture internationale. Là, je pense que vous l'avez également compris tout à l'heure dans la partie généralité. Je suis le vendeur. Je vais donc pouvoir émettre par email ou par courrier, encore une fois, ma facture directement à mon acheteur par le canal déjà utilisé. Par contre, en parallèle, je vais être obligé de générer via ma PA, encore une fois. Donc là, c'est pour ça qu'on a gardé le flux bleu. Finalement, je peux envoyer une copie de ce PDF à ma PA pour que cette PA puisse être en capacité de générer le e-reporting associé. Ou alors, j'envoie tout à ma PA et c'est ma PA qui fait up de distribution. Et là, après, ça va dépendre du niveau de service proposé. Chez DocuWare, rassurez-vous, on est sur un très haut niveau de service et donc on est en capacité de finalement faire le routage pour vous. Vous êtes d'un mode simple, fichier imprimé, ça tout part vers notre PA et derrière nous, en fonction du client adressé, eh bien, on va être en capacité d'émettre un mail, d'émettre un mail avec une facture PDF en pièce jointe et en parallèle de générer le reporting associé ou alors d'acheminer cette facture au format électronique vers la PA de votre acheteur si c'est le scénario vu juste avant. Donc, pour vous, un seul point d'adressage, l'APA DocuWare. En tout cas, pour ceux qui ont des besoins particuliers, on va pouvoir adresser ce schéma comme ça. Toujours pas de questions. Alors, s'il y en a, on va en profiter un petit peu. Est-ce que vous pourrez vous connecter au logiciel Sage et EBP? La réponse est oui, on le fait déjà et on le fera demain effectivement dans le cadre de cette réforme. Oui, vous recevrez une version PDF de la présentation. Comment se concrétise le e-reporting dans la PA? Ce qu'il faut comprendre sur le e-reporting de facturation, c'est l'addition sur une période donnée de toutes vos factures concernées. Donc, c'est de la data, plusieurs factures embarquées. On doit respecter un format en tant que PA. On va mettre ça un peu dans le format XML. Mais c'est l'addition de toutes vos factures au format UBL, C2I, tout simplement, mais dans un autre format qui ne vous concerne pas vraiment. S'il y a une non-conformité, vous serez alerté.
en tout cas avec DocuWare à la pièce près. Mais pour vous, c'est un peu côté back-office, c'est traité en automatique. Il faut voir ça comme un gros fichier Excel agrégé des X factures sur une période et chaque colonne sera remplie avec les informations que demande l'État. Pour simplifier. Exactement. Est-il possible de récupérer les adresses de facturation de nos clients sur l'annuaire ou est-il préférable de contacter nos clients pour qu'ils nous communiquent leur adresse, notamment pour les adresses avec le suffixe? Alors, effectivement, on vous conseille d'avoir à un moment des campagnes de collecte d'informations. On pourra lire des informations dans l'annuaire. Ensuite, comme vous, vos clients ou vos fournisseurs sont en train de préparer leur adresse électronique qui viendront déclarer avec le bon format. Donc, c'est des points qu'on peut anticiper pour collecter ces informations, les mettre dans ma fiche client et d'être prêt le jour J. Je facture la formation professionnelle en exo de TVA. Comment faire? Eh bien là, vous allez être soumis de la même manière parce que vous êtes concerné par la réforme si vous facturez à d'autres entreprises B2B ou secteur public. Donc, dans les factures, il y a des champs pour ajouter ces mentions légales, y compris par rapport à l'exonération de TVA, mais vous devrez effectivement diffuser les factures dans le bon format et avec les plateformes de demain. À quelle date devons-nous prendre en compte les seuils de CA et effectifs pour savoir si nous sommes soumis à la facture électronique vente dès 2026 ou au 31 décembre 2025? C'est par rapport effectivement au chiffre d'affaires réalisé jusqu'à décembre 2025, je dirais de tête, mais on vous le reconfirmera. Même si vous êtes proche de la fourchette et prêt, autant y aller. Mais c'est un point, on répondra à cette question, Marguerite, je ne suis pas sûr. Bonjour, le e-reporting ne concerne-t-il pas également les acquisitions intracommunautaires et les achats de prestations de services hors UE? Tout à fait, Thierry. Je ne sais pas si Albéric, tu as prévu cette slide sur des achats à l'international. J'ai un petit doute sur les slides suivantes. Je ne les ai pas par cœur là comme ça en tête, mais en tout cas, Tout à fait. c'est vrai. Voilà, il y a ces factures continueront à arriver en PDF par mail. Donc, si c'est au format mail, vous avez toujours besoin d'un système de reconnaissance des informations d'en-tête de pied de page pour bien identifier le fournisseur. Il y aura besoin effectivement de codifier si cette transaction elle est dans l'UE ou hors UE. Et l'APA, nous aussi, DocuWare, on se chargera de générer un e-reporting de facturation et dans certains cas, même un e-reporting de paiement. Tout à fait. Je vais te redonner la main, du coup, ça fait une bonne transition pour continuer sur les schémas. Exactement. Du coup, deuxième cas, c'est donc la facturation domestique B2C, donc à travers un client particulier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, pas de besoin, comme la facture internationale, d'éditer une facture au format électronique, invoicing. Un simple PDF ou une impression ou un envoi par courrier peut suffire. Par contre, comme vous le voyez comme tout à l'heure, il faudra bien transmettre votre facture à l'APA qui elle-même sera en capacité de générer le fameux e-reporting auprès de l'administration fiscale. Donc là, on est exactement dans le même scénario que finalement la facture internationale a envoyé. On est resté donc du coup assez simple. Par contre, on a voulu faire un focus sur les 4 gros types de factures qu'on va retrouver dans l'entreprise. Parce que chaque type de facture va finalement avoir quelques particularités en termes de génération et d'émission. La première, c'est la facture classique, voire facture commerciale, qui va du coup être à produire de la part de vos outils, donc ERP, gestion commerciale classique. Et donc, cette facture-là va suivre un circuit que l'on a vu juste avant, soit un circuit privé, donc B2B, ou un circuit à destination de l'administration française, B2G, et donc à travers Chorus. Et donc, ça part après dans votre plateforme agréée qui elle-même, encore une fois, sera en charge de créer les contrôles réglementaires et de remettre cette facture à votre client.
La deuxième facture, c'est une facture d'acompte qu'on retrouve souvent dans pas mal de vos business, en tout cas que l'on a souvent en termes de questions auprès des clients. Eh bien, cette facture d'acompte, elle va suivre le même circuit. Par contre, eh bien, il va falloir penser à reprendre l'historique des acomptes à reporter sur la facture commerciale. Et donc là, du coup, premier piège, c'est de dire j'émets des factures d'acompte et puis après j'émets une facture finale et j'oublie de reporter sur cette facture finale les factures d'acompte qui avaient déjà été transmises. Donc là, premier piège à éviter et à bien faire attention que ces factures d'acompte soient reportées sur la facture finale. Le circuit restant le même. L'autofacturation. Eh bien, là, on est sur une facture produite sur la base d'une commande d'achat. Donc, là aussi, certains vont avoir ce scénario. Ça touche peut-être un peu moins d'entreprises. Néanmoins, c'est une typologie de facture que l'on va rencontrer et qui va être à traiter et sur lequel c'est entre guillemets, alors même si c'est pas un vrai cas d'usage exposé dans la réforme, en tant que tel, c'est plus des sous-cas d'usage. Derrière, il faut quand même, quand vous êtes dans ce scénario-là, vous intéresser, on pourra y revenir, sur le détail de ce que vous devrez produire comme information sur ce typologie de facture électronique. Et le dernier, c'est la facture rectificative. Donc, c'est souvent une facture qui est issue d'une facture refusée ou annulée, donc qui a été refusée techniquement ou par métier, ou annulée parce que je me suis trompé dans la facture, dans l'émission, dans le contenu. Et donc derrière, je vais devoir pour produire une facture rectificative, eh bien renseigner des champs spécifiques à la réforme. Et là, on va le voir dans la suite de la présentation, on va employer quelques codes un peu barbares comme les BT, BG ou Extend, qui sont finalement les fameuses informations que vous allez devoir mettre dans votre fichier de facture électronique. D'où l'alerte, si on peut dire, depuis tout à l'heure, sur le fait que vos bases de données doivent être préparées, propres, avec de l'information, et de l'information qui n'existe sûrement pas aujourd'hui sur vos factures PDF ou vos factures papier que vous envoyez à vos clients. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder en détail quelles sont les typologies de factures que je vais devoir émettre, quels sont les cas d'usage et surtout, quelles sont les informations que je devrais produire sur ces factures en fonction du cas d'usage que je vais exploiter. Justement, pour rentrer un peu dans le détail, on a amené l'exercice. Alors, c'est souvent des choses qui nous sont demandées. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé dessus ce matin pour justement vous aiguiller sur les pièges à éviter. C'est de se dire, OK, tout va bien se passer. J'ai tout de mon côté. Avant de se dire ça, il faut peut-être évaluer, et on y reviendra sur la partie évaluation. Mais voilà, on a ici un listing des champs avec on va dire le nom dans la réforme, donc dans la première colonne, et puis le lexique un peu plus simple à digérer dans la deuxième colonne pour un humain ou une personne standard, qui va me permettre de dire OK, numéro de facture, date de facture, est-ce que c'est obligatoire à partir de 2026? Est-ce que c'est facultatif? Ou est-ce que ça va l'être à partir de 2027? Alors, on est resté simple, on a mis que les champs principalement obligatoires à partir de 2026 pour essayer de rester cohérent, puisqu'on verra qu'à partir de 2027, on aura toute l'occasion lors d'un prochain webinaire de vous ajouter de l'information. À partir de 2027, on aura la possibilité, voire même l'obligation dans certains cas, d'utiliser des champs complémentaires. Donc, on a ici les données finalement, on va dire en tête et pied de la facture, les données principales. On a des données d'identification de la facture, donc l'identification de qui je suis en tant que vendeur, avec le détail. On aura les données d'identification également de l'acheteur, donc à qui je vais facturer et comment je vais le facturer, avec, vous voyez, des notions également de livraison de marchandises, avec, comme vous le voyez, le détail, c'est que ça a été introduit en obligation 2026. Pour l'instant, sur les infos, c'est du 2027. Après, ça peut encore bouger. Les cycles d'ateliers de la DGFiP sont assez réguliers et on a des spécifications, les dernières qui datent d'il y a à peine 15 jours. Et certaines lignes bougent, seront peut-être à adapter. Et donc là, voilà, gardez bien en tête que c'est des choses qu'il faudra de toute façon être amené à produire
2026, 2027, le courant reste encore à affiner en amont du lancement officiel de cette réforme. Néanmoins, intéressez-vous dès maintenant à ces champs-là dans vos bases. Si on avance un petit peu, on a également les lignes de facture. Certaines lignes, quand je vais devoir les produire, sont obligatoires avec des mentions spécifiques. On a également les taux de TVA au niveau du total de la facture, ainsi que les totaux classiques qu'on va retrouver sur la facture. Là, on est un peu plus classique, puisque généralement, sur vos factures PDF aujourd'hui, à partir du BT 109, vous retrouvez les informations, elles sont déjà présentes. Donc là, il y a moins d'inquiétude. Par contre, au niveau des lignes, il y a souvent des informations qui ne sont absolument pas présentes sur les factures aujourd'hui. On a mis et vous verrez dans la présentation en bas le code général avec le lien vers lequel vous pouvez retrouver sur l'administration fiscale les éléments qui permettent de retrouver ce qu'on a synthétisé ici. Dernier point, c'est les conditions de paiement. On va être obligé également d'anticiper, de mentionner les conditions de paiement avec des syntaxes particulières qui permettront de gérer derrière les délais de paiement, éventuellement les relances en cas de non-paiement et donc faire ce qu'on appelle du recouvrement. Les mentions spécifiques selon les cas. Donc certains cas d'usage, on n'a pas prévu aujourd'hui de spécifier, en tout cas de décortiquer ensemble les cas d'usage. Ça sera l'occasion plutôt du webinaire de décembre, il me semble, Florent. On y reviendra. Mais là, l'idée, c'est que selon certains cas d'usage, on va devoir adresser, notamment par exemple l'éco-participation, et donc devoir mentionner sur les factures ces informations-là dès 2026. Donc là, c'est en fonction des cas d'usage qu'on a des informations type auto-facturation, auto-liquidation qui sont à produire là aussi en fonction de ce que vous êtes, ce que vous utilisez quotidiennement en termes de facture et de typologie de facturation. Y a-t-il des questions avant de passer à la suite? C'est vrai que les slides peuvent faire peur. Non, ça motive les gens à poser des questions et on vous en remercie. J'étais en train de les lire, d'où mon silence, qu'il y a une belle liste et on va en traiter quelques-unes. Alors, on ne pourra peut-être pas tout traiter, on s'excuse. T'es où? Alors, TVA française facturée ou TVA du pays de l'acheteur. Là, sur le flux qu'on parlait tout à l'heure des fournisseurs internationaux, ça va dépendre un peu de l'exonération qu'on va appliquer, hein, si on est sur un fournisseur basé en UE ou hors UE. Concernant les statuts de cycle de vie, un impayé, on n'a pas le statut, c'est sûr. On n'est pas prêt de l'avoir parce qu'on va quand même sur un protocole PayPal au début, mais on a d'autres statuts optionnels qui vont être intéressants pour gérer vos factures. Et donc, si pour être aligné par rapport aux déclarations de TVA sur encaissement, à minima, ce que vous avez effectivement avec les statuts, c'est le statut de refus. Hein. Quand le contrôle métier que vous allez pouvoir appliquer, c'est soit mise à disposition, donc on va saisir comptablement la facture, mais là, il n'y a pas de statut qui remonte à la PA, soit c'est le refus, où là, ce message va remonter au concentrateur du PPF pour effectivement notifier le fournisseur, que l'administration soit notifiée, et là, ça fera un décalage de déclaration de TVA. Ensuite, à regarder un peu dans le détail, mais à ma connaissance, là, pour apporter une réponse, c'est le seul moyen. Ensuite, tout est documenté, listé, donc s'il y a un contrôle et on doit vous demander de vous justifier, l'avantage, c'est que c'est centralisé électronique et vous pouvez générer un rapport plus facilement. Bonjour, un même client peut-il avoir en réception une PA pour ses factures de frais généraux et une autre PA pour ses factures d'exploitation? J'ai envie de dire oui, hein, LB. Oui, à partir du moment où dans l'annuaire, dans l'enregistrement, parce qu'on n'a pas fait de focus encore une fois sur l'annuaire, on aurait peut-être dû, on le fera sur le prochain, mais dans l'enregistrement, vous allez pouvoir spécifier ce qu'on appelle l'ID de routage ou le code suffixe suivant lequel vous utilisez et qui vous permettra justement de préciser dans quel scénario vous voulez que votre facture soit adressée vers la PA 1 ou la PA 2. Et dans le cadre de la franchise de TVA, y a-t-il une particularité? Alors là, ça dépend aussi
où se situent les ventes B2B en France, dans l'Union européenne, vers des particuliers hors UE. Oui, il y a des particularités à respecter. Je suis un micro-entrepreneur abonné à un fournisseur d'électricité ou de téléphonie. Cette entreprise va émettre la facture électronique via sa PA à mon intention. Le micro-entrepreneur ne sera pas référencé dans l'annuaire et n'aura pas de PA car pas encore concerné par la transmission. Comment l'auto-entrepreneur va-t-il récupérer sa facture? L'auto-entrepreneur doit-il, dès septembre 2026, avoir une PA et être référencé dans l'annuaire pour la réception? Oui, oui. C'est souvent une question qui nous est posée, alors surtout sur les webinars, parce que soyons clairs, c'est un peu moins notre cœur de métier, nous, chez DocuWare, de traiter de l'auto-entreprise. Mais sachez que vous êtes concerné par la réforme pour la réception dès septembre 2026. Rassurez-vous. Et on vous invite, parce qu'on voit des offres arriver, notamment auprès de vos banques, pour les auto-entrepreneurs, parce qu'on a des besoins quand même assez simples quand on est une auto-entreprise. Et donc, je vous invite fortement à vous adresser à votre banque parce que certaines ont même déjà communiqué sur des offres gratuites intégrées dans les frais bancaires que vous avez aujourd'hui pour exploiter un compte pro. Donc, rassurez-vous là aussi, mais oui, par contre, intéressez-vous au sujet parce que vous êtes soumis. Très bien. Alors, rapidement, comment recalculer la facturation électronique, les prix de vente et prix unitaires? Là, on va être plus dans votre gestion commerciale ou dans l'ERP pour vous aider. Le e-reporting doit ressembler plus ou moins à la DEB? Oui. Doit-on faire également côté client de collecte des adresses électroniques de nos fournisseurs où son sirène suffira? Vous, en tant que acheteur, c'est effectivement l'adresse électronique à communiquer. À minima, ça peut être le sirène. Et effectivement, pour vos clients, il faut collecter les nouvelles adresses électroniques qui, à minima, peuvent être uniquement le sirène. Comment cela va se passer quand le client seront des particuliers? Très bien, vous continuerez d'envoyer les factures de la même manière, mais vous devrez les envoyer sous forme de e-reporting à l'État. Bonjour, en cas d'exemption de facture aujourd'hui, facturation de compte rendu de gestion, est-ce que cela changera demain? Ça dépend de la nature de... Si on est dans un cas d'usage très précis, il faudra qu'on regarde, parce qu'aujourd'hui, la liste en plus a été étendue il y a une quinzaine de jours maximum, à 42 cas d'usage, si ma mémoire est bonne. Et donc, du coup, c'est un cas d'usage, il faut regarder en détail, pour le coup, quelles sont vos obligations sur ce cas d'usage très précis. Exactement, il y a toujours plein de questions, on vous en remercie. On va profiter quand même de continuer la présentation parce qu'il nous reste 18 minutes et on aime arrêter à l'heure. Mais je vais faire vite pour continuer à répondre à vos questions. Donc voilà, nous avec les avant-ventes là qu'on fait régulièrement, qu'est-ce qu'on voit? C'est sous-estimer le temps de préparation par rapport au système, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi aux équipes. Parce qu'on va être de plus en plus en électronique. On doit utiliser des nouveaux statuts pour accepter ou refuser une facture. Donc, on a maintenant les outils, les bacs à sable. Si on aborde le sujet aujourd'hui et rapidement demain, on peut commencer à former, à tester, à se mettre en situation pour anticiper les phases de test et de déploiement. Les tests, on peut simuler, émuler des flux entrants ou sortants d'XML et de voir par rapport au processus que vous aurez défini, qu'on pourra mettre dans DocuWare, comment la partition va se déployer, va réussir et s'il y a des non-conformités ou des bugs, on peut anticiper au maximum. Mais en fonction effectivement de vos situations de commerce et fiscal, il y a des temps de préparation qui peuvent être plus ou moins longs. Négliger la comptabilité de votre logiciel de gestion et de facturation. Alors ça, c'est notre cheval de bataille parce qu'il y a les formats dont on a parlé et quand on collecte un UBL, un facture X et qu'on le fait passer dans notre système de contrôle, est-ce que c'est bien un format de la norme? Est-ce que dans les champs de l'UBL qui respectent la 16931, il n'y a pas d'erreur? Typiquement, le format de la date ou de l'heure, c'est bien au format atomique. Je vais rester que sur cet exemple, mais la liste est longue. C'est un peu tous les contrôles au quotidien que la PA en fait va faire avant de vous envoyer ou de remettre une facture. C'est plein de contrôles techniques.
Et ça, nous, en avant-vente, quand on échange et que des clients nous disent, ouais, il n'y a aucun problème, j'ai le flux qui va bien et qu'on le fait passer par la moulinette, on peut avoir des surprises. Donc, c'est vrai que pour le flux client, c'est le plus important, c'est l'outil de comptabilité. S'il gère effectivement un format de la norme, bah, vous pouvez nous contacter pour qu'on fasse le test. S'il n'en fait pas, eh bien, on peut voir pour avoir des outils de conversion. Si il vous met un péage et vous bloque pour sortir les fichiers et il vous laisse que le PDF, eh ben, on a aussi une solution où on va pouvoir récupérer les champs à la ligne sur la facture, mais autant mettre un maximum de données sur le PDF. Et dans le workflow DocuWare, on viendra compléter le flux par rapport à la base tiers. Mais à un moment donné, il y a du temps, soit dans DocuWare, soit dans votre ERP, pour faire évoluer les choses. Et si vous voulez un peu challenger le modèle économique de votre éditeur de comptabilité, ben, il y a des fonctions qu'on va pouvoir déporter dans DocuWare, mais le cœur à fournir la data, ça reste quand même l'outil de gestion. Donc là aussi, on peut faire les tests rapidement. On parle de statut, on parle effectivement de plateformes qui vont communiquer les unes avec les autres. On rencontre encore, et pas plus tard qu'hier après-midi, des organisations où les process vont être un peu différents. Entre guillemets, il n'y a pas de process. Hein, pour parler clair, fichier Excel, impression, de la facture en interne, ça circule. Alors, une fois qu'elle sera arrivée de l'APA, vous pourrez toujours l'imprimer. Hein, ça sera une version de courtoisie. La version légale, c'est la version électronique. Mais ce n'est pas parce que c'est électronique que vous ne pouvez pas l'imprimer, bien au contraire. Mais c'est dommage, parce qu'on va pouvoir faire des contrôles, on va pouvoir faire circuler la facture rapidement vers la bonne personne. Mais donc ça, il faut bien définir les process, bien que tout le monde soit d'accord. D'où l'idée, effectivement, d'un projet multiservice, pluridisciplinaire, à bien dessiner sur une feuille de papier que tout le monde valide. Et quand on doit définir le process dans DocuWare, bah, vous savez, en moins de 10 minutes, nous transmettre toutes les infos. Mais des fois, ça peut prendre plus de temps pour se mettre tous d'accord. Alors, c'est un enjeu. Il y avait une question effectivement sur la sécurité. Ce n'est pas parce que je vais avoir une facture dans un UBL qui est comme un fichier Excel que tout va bien se passer. L'idée, c'est qu'on va aller contrôler la data, on va aller sécuriser cette facture. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y avait une autre question aussi tout à l'heure. Pour se faire référencer dans l'annuaire, j'ai un numéro de sirène, je suis identifié au niveau de l'administration. Et demain, j'aurai même une identité numérique, il y aura même un contrôle KYC, de bien contrôler mon identité en tant que représentant légal de l'entreprise et de l'entreprise elle-même avec le CABIS, ce qui, en termes de fraude, permettra en fait de savoir qui est qui par rapport à qui m'a envoyé cette facture. Et s'il y a un sujet, eh bien, il y aura des garde-fous en plus et ça nous permettra aussi de sécuriser les échanges avec une conservation de tous mes échanges en cas de contrôle ou de litige, qui est très important. Donc, dans toutes les PA, il n'y a pas forcément de système d'archivage ou de réconciliation de tous les documents. Nous, on a de la chance, c'est notre métier à la base avec DocuWare. Donc, si vous devez récupérer ces flux de données et de documents, il faut bien les mettre quelque part. Donc, pensez au sujet archivage. Oublier les exigences de traçabilité et de piste d'audit fiable. C'est un peu en continuité sur ce que je viens de dire. Une piste d'audit, c'est quoi? C'est un document qui décrit où est stockée la facture, par où elle arrive, quels sont tous les contrôles que je vais opérer jusqu'au paiement de cette facture. Donc là, on voit que les choses changent. Il faudra penser à mettre à jour votre piste d'audit, voire la renforcer en cas de contrôle de l'administration. Que vous ayez une PA, c'est aussi un document qu'ils vont vous demander. Alors, le nerf de la guerre d'une entreprise, c'est de facturer de la prestation de services et de produits, c'est d'être payé, on est tous d'accord. Et c'est l'urgent, comment je sors des factures clients conformes. Après, il ne faut pas négliger aussi le flux entrant. On disait de bien se faire référencer sur l'annuaire avec un numéro de sirène. Et là, il y a des gains énormes à aller chercher parce qu'on aura tout le détail de ce qui a été facturé, que ce soit sur des factures sans commande, mais en reliant un contrat ou avec juste une commande ou avec le détail du BL ou de la réception.
outre cette conformité, il y a des gains à aller chercher de termes de productivité sur mes achats, mais il ne faut surtout pas oublier, comme on le rappelait, sur mes achats à l'international, que ce flux est aussi soumis à des déclarations au format e-reporting. Et ça peut être aussi un vrai sujet, parce que ça n'arrivera pas par l'APA. Donc, négligez pas le flux fournisseur. Outre la conformité, il y a des super gains d'optimisation, de productivité à aller récupérer. Le nerf de la guerre, l'analyse de la situation. Exactement. Et on avait dit que justement, vu que c'est toi qui as testé le service et qui l'a lancé, que tu commentais cette slide. Eh ben allez, c'est parti. Donc effectivement, on a beaucoup de questions et on a fait un focus aujourd'hui quand même pas mal sur la partie émission de la facture, puisque c'est là en fait où on a peut-être le moins de gains opérationnels de par la réforme, mais le plus de conformité à adresser. Et donc c'est la phase la plus importante, c'est l'analyse de la situation sur les deux canaux, émission et réception, et c'est finalement comment je m'y prends. En fait, on a souvent des besoins déjà comme vous l'avez compris, de bien analyser quels sont les cas d'usage que j'exploite dans mon entreprise. Parce qu'on vous avez eu, on a un nombre de questions assez important aujourd'hui, et je pense qu'on en prendra du temps pour y répondre après. Mais l'idée, c'est vraiment de cartographier un maximum à la fois mes outils, les cas d'usage, pour finalement anticiper les besoins. Parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de champs dans la facture électronique. Et encore une fois, ce n'est pas simplement un PDF à convertir. L'enjeu, il est bien au-delà. Et donc, du coup, il y a une partie technique, une partie métier, une partie réglementaire. Et derrière, il y a aussi le planning que vous allez pouvoir y mettre. Parce qu'on a aussi beaucoup en avant-vente la problématique de dire je veux une PA à valeur ajoutée qui va automatiser mes flux, ce qu'on appelle dans notre jargon du purchase to pay, en flux rentrant. Mais par contre, je n'ai pas le temps humain de le traiter avant septembre 2026. Rassurez-vous, et on va le voir après, on a des solutions pour faire un niveau 1, mise en conformité, et après adresser l'automatisation. Néanmoins, par rapport à cette analyse, on a, nous, une approche un peu innovante. On est capable de proposer aujourd'hui un assistant à base d'IA qui est déjà pré-entraîné avec les caractéristiques de la réforme française, et il est capable de générer une interview dynamique, alors soit en écrivant la réponse à la question posée par l'IA, soit en utilisant votre micro sur votre ordinateur pour pouvoir dialoguer avec cette IA, et derrière, en résultante, obtenir un rapport d'analyse de la conversation ou des conversations. Et c'est là où on va encore plus loin, c'est qu'on est capable d'auditer une entreprise multi-acteurs, la personne aux ADV, la personne à la compta, la personne à la direction, par exemple, qui vont mener leurs discussions de manière indépendante et derrière, synthétiser ça à travers un rapport qui va me mettre en exergue les éléments cas d'usage et les besoins techniques, fonctionnels que je devais devoir couvrir, pour me mettre en conformité. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On est un peu disruptif sur le marché par rapport à ça. On trouve cette approche hyper intéressante parce qu'elle fait gagner du temps à tout le monde. Malheureusement, on a des consultants très performants, mais on ne peut pas les démultiplier. Et donc là, cette approche par l'IA va nous permettre d'adresser plus de clients en parallèle. En tout cas, on l'espère. Comment ça fonctionne? Je l'ai cité. On a sur la partie de gauche un exemple avec une conversation qui est menée, qui peut des fois durer 30, 40, voire 1 heure en fonction de la taille de votre entreprise et de la complexité. Des fois, ça peut durer un quart d'heure aussi, ça dépend aussi de ce que je vais utiliser. Et derrière, sur la partie de droite, on a vraiment la mise en évidence des cas d'usage utilisés et des informations que je vais devoir produire ou traiter à travers mon flux sortant ou flux entrant. Je vois que ça avance un peu, donc en termes de timing. Donc l'offre, j'en ai parlé. L'offre, c'est d'abord la partie conformité, ce qu'on a dit. Donc module PA avec une approche mise en conformité qui va permettre de gérer l'urgence. Et puis on peut travailler également avec la même plateforme en faisant simplement du paramétrage complémentaire, aller sur une offre qui dit productivité, automatisation, et là finalement aller tirer d'une obligation réglementaire en un gain de productivité dans mon entreprise.
Tout ça dans un all-in-one, donc dans une offre packagée avec un forfait mensuel DocuWare qui va vous permettre d'être hyper agile sur forcément le flux qui monte ou qui descend en termes de sortant ou d'entrant. On est tous à vouloir émettre de plus en plus de factures pour faire de plus en plus de business, mais à contrario, peut-être gérer au mieux mes achats pour avoir des flux qui diminuent. Voilà. Je te laisse la main, il reste 5 minutes, je ne sais pas si tu veux faire la démo ou pas. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il reste des questions, mais quand même, on l'avait promis et on va le faire. Hop, je switch. Tac. OK. Donc, je vais aller droit au but. DocuWare, vous l'avez devant vous. J'ai ma visionneuse de documents sur la droite. C'est un UBL à la base, hein, c'est que de la data, mais l'une des forces, c'est qu'on permet une restitution de ces nouveaux formats de facture nativement. Sur la gauche, on a des fonctions de dépôt, de recherche et de traitement. Je reste sur la fonction de recherche. Dans un monde de PA, bien là, la facture n'est pas traitée par l'OCR reçu par mail. Hein. Elle va directement se stocker dans le coffre-fort électronique de DocuWare et vient alerter le bon comptable parce qu'on est capable de voir par rapport au SIRET, c'est pour le comptable de Marseille ou de Paris, et avec un peu plus d'informations dans la facture par rapport à la nature de dépense. On peut aussi rerouter si l'équipe est staffée par catégorie d'achat, de rediriger aussi cette facture vers le bon comptable sur le site de Marseille. Là, ce qu'on voit, c'est que je suis dans l'étape de contrôle métier. Soit je vais pouvoir prendre en charge cette facture, soit je vais la refuser. Vu qu'on est connecté aux fiches tiers, Contratech, commande, réception, on peut faire des contrôles métiers comme est-ce que j'ai un contrat actif avec ce fournisseur? La réponse est oui. Est-ce que j'ai déjà une facture en cours de traitement dans le workflow? Là, c'est bon, c'est la première fois que je vois cette facture. Et peut-être avec ce fournisseur, est-ce que j'ai déjà des factures en litige? Ce qui permet, ou là, de regarder dans le détail, qu'est-ce qui se passe avec ce fournisseur? Là, il voit que dans le flux, j'avais pas de commande. J'ai pas de commande liée avec ce fournisseur. C'est une facturation récurrente. Donc, je vais accepter la prise en charge de ma facture et ça va partir directement dans une autre étape de saisie comptable, tout simplement. Ensuite, là, j'ai une autre situation. J'ai un autre fournisseur et immédiatement, je vois qu'en fait, j'ai pas de contrat actif avec ce fournisseur. Avec la liaison documentaire ou des données dans DocuWare, en un clic, eh bien, je peux regarder qu'est-ce qu'il en est exactement. Et effectivement, avec la fiche de synthèse liée à mon contrat que DocuWare a généré, je vois que j'ai un beau tampon rouge, résiliation traitée par lettre recommandée. On peut prendre en principe le constat que j'ai respecté les règles de ce fournisseur pour arrêter ma collaboration et donc ma facturation. Je suis sûr de moi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais non pas faire une prise en charge, mais aller sur l'option refuser. Et j'ai des raisons ici qui sont liées aux spécifications. Et on s'est arrêté sur la première, ça nous allait bien dans notre cas. Contrat terminé, ici. Et quand je clique, eh bien, l'information va remonter au concentrateur du PPF, mais aussi à l'APA de mon fournisseur. Autre sujet, dernier sujet, une commande avec une facture, donc une relation. Là, DocuWare va pouvoir contrôler en bas de page, mais aussi en ligne à ligne, hein, si on avait une base de réception, ou contrôler un budget, eh bien, si c'est OK ou pas. Là, eh bien, je vois que j'ai un écart de 40,58 €. Si je veux voir l'image de la commande, eh bien, je vois l'image de la commande, je pourrais avoir le détail. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, dernière étape, c'est que je vais la prendre en charge. Il y a un petit delta fournisseur, il me met régulièrement les forfaits de livraison en complément. Ici, je vais dire OK, je te la prends en charge. Par contre, en interne, je vais la mettre en litige. Et quand je vais appuyer sur confirmer, DocuWare peut envoyer un mail au fournisseur avec un formulaire dynamique et interactif reprenant tous les points, lui demandant de bien valider qu'il est d'accord, il s'est trompé, pour me resoumettre à travers ma PA un avoir, et là, de pouvoir revalider la facture, revalider l'avoir, et que la transaction soit terminée d'un point de vue déclaration des statuts. Ici, je valide, la facture va continuer à vivre. C'est la fin à ce niveau pour moi de la démonstration, mais on peut imaginer que j'ai d'autres tâches, d'autres workflows qui continuent. Voilà
pour un peu un aperçu, mais je pense que c'est important, on n'a pas montré de slide avec les workflows. Là, quand je vais recevoir mes factures, qu'est-ce qui se passe? Ben, on l'a matérialisé dans DocuWare pour valider ou refuser une facture. Donc, c'est On vrai qu'il y arrive a à la fin beaucoup. de ce webinaire. Il y a moult questions. Je pense que l'objectif et le plus simple sera qu'on puisse y répondre à posteriori. On peut en traiter une ou deux pendant 1 minute si on veut pour pas trop déborder. Et puis derrière, je sais pas s'il y a des questions hyper intéressantes. Il y avait des questions sur les Que des délais, questions les intéressantes. statuts et autres, hein. Donc effectivement, aujourd'hui malheureusement il n'y a pas de délai imposé à chaque statut. Par contre, il y a quand même des délais de paiement d'une facture et on sait que certains débordent largement des délais autorisés par l'administration. Donc c'est aussi un enjeu, peut-être pas le premier enjeu fixé par l'État, mais quand on écoute les gens de la DGFiP, ça va être un enjeu à moyen terme de également fiabiliser, sécuriser ces délais de paiement qui sont des fois un peu extensibles d'un client vers un fournisseur. Exactement. J'en vois une qui m'intéresse parce qu'il me demande comment est organisé le coût de mise en œuvre côté DocuWare. Nous, on a un modèle économique côté PA qui est lié au sirène et limité en termes de volume de facture. C'est un modèle, c'est le modèle qu'on propose là le plus régulièrement. On a d'autres modèles à la facture aussi. Et derrière, on a travaillé des packages, on va appeler ça des packs conformité, qui nous permet de poser un premier socle où on a une grande partie de la configuration de prêt pour s'intéresser effectivement au test et à la formation. Donc vraiment, voilà, j'active la PA, je pars avec cette configuration conformité. Je vais pouvoir venir l'élargir ou pas avec des journées d'accompagnement et de formation, mais ça me permet d'être prêt rapidement. Et après, on a un peu le pack productivité où là, on va aller travailler sur le process, sur le traitement de la donnée. Mais quand on se dit qu'on est à moins de 270 jours de la réforme, c'est peut-être quelque chose qu'on fera dans un second temps. Euh, allez, on en fait 3 et on arrête. Allez. Il y avait une question. Comment cela va se passer quand les clients seront des particuliers? On envoie en PDF et on génère un e-reporting. J'ai un fournisseur de l'Union européenne. Comment doit-il me fournir les factures désormais? S'il n'est pas immatriculé en France, il va continuer à vous les envoyer en PDF s'il est situé en Irlande ou au UK. D'où l'intérêt d'avoir un outil d'OCR et donc une plateforme qui soit hybride, hein, comme on va l'appeler dans notre jargon, mais qui va permettre d'adresser aussi bien les factures électroniques françaises que des factures internationales avec un rythme d'internationalisation du invoicing qui va être différent suivant les pays et donc de pouvoir vous accompagner dans le temps et pas simplement à l'instant T, septembre 2026 uniquement pour les clients français. Exactement. Bonjour, les factures intracommunautaires sont exemptées de l'obligation de e-reporting. Alors, non, comme on l'a dit, hein, il y a un sujet effectivement de e-reporting sur les factures fournisseurs européens. Bien sûr, ça va évoluer avec VIDA dans l'objectif de 1er juillet 2030, mais là, c'est pays par pays. Bonjour, est-ce que pour le B2G, je pourrais déposer sur Chorus un simple PDF et faire un e-reporting? Ça aurait pu être pas mal comme ça, mais non. Vous devez générer un UBL directement qui sera déposé et contrôlé sur la plateforme Chorus. Là, c'est votre seule obligation. Vous n'avez rien besoin d'envoyer sur la PA. Vous restez à envoyer votre flux avec le format obligatoire sur Chorus. Une dernière. Allez, une dernière. Est-ce que les fameux champs seront présents dans tous les 5 formats XML existants actuellement? Alors, il y a de nombreux formats. Ils doivent tous respecter la norme EN 16931. En France, on a le CTC modèle français étendu qui rajoute un peu des champs. Après que vous soyez en UBL, en C2I ou en FactureX, à ma connaissance, tant qu'il y a toutes ces données, tout va bien. Après, le format, vous choisissez celui-là que vous préférez. C'est ça. 11h04, on va essayer de pas trop déborder. On vous remercie
très chaleureusement de votre présence encore très nombreuse ce matin, de l'intérêt porté. On le voit à travers le nombre de questions qu'on a eues. Et on s'excuse déjà de ne pas avoir pu tout répondre en live. On espère que ce webinaire vous a intéressé et surtout ouvert à ce qu'il va falloir préparer. Et on espère vous retrouver dès le mois prochain, pas même heure, mais en tout cas avec les mêmes protagonistes pour un nouveau sujet à traiter ensemble. Merci Florent. Merci Albéric, merci à tous et à bientôt. Très bonne journée à vous. Alors là, tac.